Bienvenue. Alors, on va laisser les derniers arrivants s'installer tranquillement. Je suis ravi, enchanté et honoré de commencer et d'ouvrir ces 3e Shipping Days. La première était déjà une réussite. Ces 3e confirment la position des Shipping Days dans le monde de l'événementiel maritime en France. C'est important que ça existe, c'est important que ça se développe. On voit au fur et à mesure de nouveaux venus dans ce salon. Et on va commencer avec une ouverture de Sébastien Abyss, qui est le président du conseil de surveillance du GPM de La Rochelle. Sébastien Abyss, qui est aussi... non, j'ai fait une erreur, excusez-moi. On me fait des grands signes. Voilà, l'intervention... Oui, non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. À mon avis, je devais me référer à une des premiers programmes qu'on avait faits et qui, en fin de compte, ont été modifiés au cours des semaines qui ont suivi. Donc, Sébastien Abyss, qui est directeur au club Déméter, qui devait être présent, malheureusement, qui n'a pas pu venir, et donc qui va nous faire une petite courte vidéo de quelques minutes sur le contexte géopolitique. Alors, je vous propose de regarder cette petite vidéo je crois qu'elle fait 7-8 minutes à peu près. Et ensuite, on va rentrer dans le dur du sujet avec les premières conférences. Bonjour, La régie, si vous je n'ai pouvez pas lancer. pu être avec vous malheureusement aujourd'hui à La Rochelle, mais on m'a proposé de faire un cadrage sur le contexte un peu géopolitique qui regarde les mondes maritimes. On sait que la mer, c'est la géohistoire. La mer a toujours été évidemment le dénominateur commun pour rassembler les cultures, les pays, les nations, et la mer qui échange a échangé de plus en plus d'un point de vue commercial, a échangé évidemment des marchandises, a échangé des savoirs aussi, a échangé évidemment des individus, des échanges. Le grand brassage mondial, la grande mondialisation se raconte par la mer. Vous connaissez ces histoires. Cette histoire n'est pas finie. En 2025, les interdépendances mondiales sont toujours sur la table. Au contraire, elles ont même tendance à se densifier, ces interdépendances mondiales par la mer. Ça reste évidemment une question de commerce et je sais que vous allez traiter à la fois de l'évolution du transport mondial, des échanges, de la carte évidemment de ce commerce international qui évolue en fonction de la hiérarchie des puissances, mais aussi en fonction des produits que vous traitez, puisqu'on ne produit pas de tout sur la planète, et que, évidemment, cette géographie des flux maritimes évolue aussi au gré des transformations stratégiques, géoéconomiques et parfois géopolitiques à l'œuvre sur la scène internationale. On sait aussi que la mer, c'est la question des solutions. Solutions sur, finalement, sur le temps long, les énergies de la mer. On sait que de plus en plus, nous allons devoir aller chercher les énergies les plus classiques hydrocarbures en offshore. On sait surtout que pour aller chercher de la performance dans le renouvelable, bah, la mer va proposer un certain nombre de solutions et la question énergétique, elle renvoie à la question aussi des interfaces portuaires, puisqu'aujourd'hui un certain nombre de ports dans le monde ont comme activité principale aussi de transiter à la fois les ressources énergétiques et ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et dans ces ressources énergétiques, il ne faut pas oublier les ressources alimentaires. Les ressources alimentaires, c'est la deuxième énergie dont nous avons besoin au quotidien dans cette planète. Et cette énergie alimentaire, elle vient aussi par le transport maritime. 80% des échanges agricoles et alimentaires du globe transitent par l'océan. On a ensuite, bien sûr, les ressources de la mer, les poissons qui sont aussi prisés aujourd'hui des consommateurs. Et ces échanges, encore une fois, facilitent énormément les sécurités énergétiques, les sécurités alimentaires d'un certain nombre de nations qui en ont des besoins et qui échangent leur complémentarité. Ce sont deux exemples pour montrer que la mer a toujours connecté, que la mer connecte encore énormément aujourd'hui. Et la dimension géopolitique de la mer, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, deux grandes perturbations finalement internationales frappent aussi bien sûr le monde maritime. Le dérèglement climatique doit être toujours intégré à une variable océanique. On pourrait même dire qu'il faudrait maritimiser davantage le débat climatique international. On sait qu'il y a un tic-tac de lancer, on sait qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui, notamment autour des pôles et de l'Arctique en particulier, où on voit bien que les perturbations météorologiques
en tout cas au niveau des deux pôles, du nord et du sud, ont des conséquences internationales de plus en plus marquées avec des évolutions météorologiques. Toutes les affaires climatiques internationales ont une dimension maritime qui sont parfois un peu sous-estimées, qu'il faut regarder. Il faut adapter évidemment aussi les outils du transport, les outils du portuaire avec cette évolution climatique. Le niveau de la mer qui monte pose des vraies questions dans un certain nombre de pays d'ores et déjà. Il y a même des grands pays en Asie qui sont obligés de délocaliser leur capitale. Hein. On pourrait citer Jakarta et le cas de l'Indonésie pour le caractériser, mais on sait que le niveau de la mer qui augmente est une préoccupation évidemment climatique, mais aussi très vite terrestre, économique, opérationnelle, industrielle. Et là où les ports auront un rôle important d'adaptation et d'anticipation à ces changements, en tout cas, il faudra faire une grande pédagogie en la matière. On sait aussi que la mer, c'est le dérèglement géopolitique et stratégique, dans ce sens où aujourd'hui, nous avons une planète qui est en train de se durcir. Le climat change, mais il y a aussi des évolutions dans les rapports de puissance qui sont très marquées ces dernières années. On a un durcissement des relations internationales, on a une accélération d'un certain nombre de transformations structurelles, et nous avons par ailleurs des relations par la mer qui sont de plus en plus diversifiées. Les États cherchent à dérisquer leur dépendance à un seul fournisseur ou un seul client. Et donc nous avons une démultiplication des échanges maritimes, une sorte de multipolarisation qui aussi sur le plan maritime s'exprime assez facilement. Donc en fait, durant vos 2 jours, j'ai cru voir dans votre programme que les questions de transport, de climat, de logistique, d'infrastructure, de commerce, d'énergie, d'intelligence artificielle allaient être traitées. Évidemment, ces questions concernent l'océan, c'est très important de les remettre en perspective. Cette géopolitique de la mer, il faut aussi peut-être mettre l'accent sur 3 sujets. Le premier, c'est évidemment le rapport à l'eau. Alors ça peut sembler évident de le dire ainsi, mais j'aime à rappeler que 97% de l'eau qui est disponible sur cette planète se trouve dans l'océan. Or, le stress hydrique s'intensifie à l'échelle internationale. Nous avons de nombreux pays qui ont aujourd'hui des vraies difficultés de désertification et qui cherchent, en dessalant de l'eau de mer, d'avoir de l'eau pour irriguer les cultures et produire en agriculture, mais aussi d'avoir accès à de l'eau potable. On va fabriquer de l'eau potable par l'océan. On va boire de la Méditerranée, on va boire de plus en plus un certain nombre de mers du monde pour apporter cette sécurité hydrique pour les consommateurs. L'accès à l'eau se fait par la mer et cette planète qui aurait dû s'appeler planète mer doit vraiment être regardée avec cet enjeu stratégique de l'eau. 97% du volume d'eau disponible sur cette planète se trouve dans l'océan. Et vous savez que l'océan a cette particularité d'être tridimensionnel, ça va de soi, mais il faut le rappeler parce que nous avons le volume d'eau qui est très profond. La course au grand fond marin est un sujet géopolitique aujourd'hui sur la table. Certains veulent explorer les grands fonds marins pour mieux les connaître, puisqu'on n'en connaît que trop peu aujourd'hui. Certains veulent explorer les grands fonds marins pour l'exploiter, parce qu'il y a des ressources, il y a peut-être des molécules, il y a peut-être des énergies du futur. Pourquoi ces grands fonds marins suscitent beaucoup de fantasmes aussi? C'est parce que 88% de l'océan dans son volume se trouve en fait dans des profondeurs supérieures à moins 1000 mètres. Hein. Donc 12% seulement du volume d'eau se trouve entre la surface et moins 1000 mètres. Et tout le reste, 88%, est beaucoup plus profond. C'est pour ça aussi que la course au grand fond marin a été lancée. Donc la question de l'accès à l'eau, les eaux profondes, les grands fonds marins, grand sujet géopolitique dont on va parler de plus en plus. Deuxième sujet qui me semble très important, c'est la question du rapport de l'Europe et de la France à la mer. Peut-être que les forces européennes et françaises en la matière ne sont pas toujours très bien exploitées, toujours exprimées. Or, nous avons une scène internationale où, en mer, nous avons aussi un manque de régulation, un manque de respect du droit. La loi du plus fort domine. C'est un peu comme dans l'espace et dans le cyberespace, c'est-à-dire qu'on a 3 espaces communs aujourd'hui dans le monde où les rapports de force ont tendance à s'exprimer plus fortement que dans d'autres espaces parce que précisément les régulations et les règles du jeu ne sont pas bien définies. Et donc, le premier arrivé, premier servi, on voit que la mer est aussi une caisse de résonance finalement à ces tentations de prédation, à ces tentations d'hégémonie d'un certain nombre d'acteurs. Pour l'Europe et la France, c'est très important de se positionner sur ces sujets. Il faut que le positionnement européen et français autour de l'océan soit évidemment toujours très marqué sur les questions de développement durable, d'écologie, d'environnement, de biodiversité. Il s'agirait aussi de ne pas oublier que l'océan, ce n'est pas qu'une question d'avoir une vision aquarium.
il faut avoir un raisonnement géopolitique et géostratégique autour de l'océan. Il y a des jeux de puissance, il y a des dynamiques économiques, il y a des dynamiques d'influence vis-à-vis de certaines espèces de la planète. Et dans ces espaces de la planète, la France a un atout, elle a des territoires ultramarins qui peuvent servir justement de hub, de rayonnement, mais il faut aussi y mettre des moyens conséquents pour en faire véritablement des fers de lance de rayonnement et d'influence par rapport à un certain nombre de questions. Ça m'amène à un troisième point, c'est que c'est l'année de la mer en France. 2025 a été annoncé comme l'année de la mer en France. C'est important. Il y a la grande conférence à Nice justement sur les dimensions environnementales. Il y a aussi les assises de l'économie de la mer qui se tiendront cette année à La Rochelle. Il y a les assises de la pêche en mois de septembre à Boulogne-sur-Mer. Il y a le rendez-vous autour du Brexit aussi dans le rapport entre l'Europe et le Royaume-Uni. Le Brexit avait conclu à peu près sur tous les chapitres, sauf sur le sujet de la pêche, et on va beaucoup en entendre parler dans les prochains mois. Et puis évidemment, dans cette année de la mer, ne pas oublier l'ensemble des métiers aujourd'hui de l'économie maritime. On sait que l'économie maritime en France, c'est environ 100 milliards d'euros par an. C'est plus de 300 000 emplois directs, mais sans doute 3 millions d'emplois indirects si on inclut le tourisme et l'ensemble des PME, PMI qui gravitent autour de l'économie de la mer. C'est beaucoup de métiers, les métiers de la mer. Il y a des métiers manuels qu'il faut revaloriser, réhabiliter, pérenniser parce qu'il y a aussi beaucoup de savoirs traditionnels, mais c'est aussi beaucoup de métiers d'avenir au cœur de la bataille sur la durabilité, mais au cœur aussi de l'innovation scientifique, technique, l'intelligence artificielle dont j'ai donné un mot. Bref, les métiers de la mer doivent être aussi davantage mis en exergue. Et cette année en France doit servir peut-être de rappeler encore une fois, j'insiste, que l'océan, c'est évidemment un sujet au cœur du développement durable, mais c'est aussi un sujet au cœur de la géopolitique contemporaine. On est dans une planète où on a tendance à dire qu'il n'y a pas de planète B pour le climat et que c'est donc une affaire universelle, mais il n'y a pas de planète B non plus pour la géopolitique et il faut bien comprendre précisément que quand géopolitiquement il y a des espaces dans le monde en souffrance, il peut avoir des conséquences à l'échelle internationale très rapidement en cascade. Je prends d'ailleurs toujours à témoin la question migratoire. Nous avons des migrations de détresse aujourd'hui qui transitent par la mer, dans la Manche, en Méditerranée, pour prendre des exemples qui concernent la France. Et on voit bien que la migration de détresse par la voie maritime exprime bien toutes les interdépendances entre la terre et la mer et entre différentes régions du monde où, encore une fois, les considérations humaines, les considérations sociales et économiques doivent être intégrées quand on s'intéresse à la mer, quand on s'intéresse à l'océan et ne pas oublier que ce n'est pas uniquement la question du climat qui doit être sur la table, mais cette combinaison de problématiques qui font que l'océan est assez incontournable et que la France a évidemment un grand rôle à jouer, deuxième puissance maritime mondiale. Cette deuxième puissance maritime mondiale doit être aujourd'hui exprimée dans toutes ses dimensions, sécuritaires, économiques, évidemment dans ses engagements aussi climatiques et sociaux, c'est important. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager en grand angle et rappeler évidemment que le rôle des interfaces portuaires dans l'histoire comme aujourd'hui a toujours été de connecter, de rassembler, de contraster et de faire en sorte que ces métissages permis dans les interactions terre-mer soient des métissages vertueux pour un meilleur développement, de meilleures connaissances et de meilleure tolérance aussi, parce que la mer, ça nous impose beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Le monde maritime n'est pas toujours idyllique, la mer est parfois fantasmée, mais la mer est aussi dangereuse et on a besoin d'en connaître les règles, les codes, pour savoir bien naviguer et savoir être respectueux des distances, du temps et des aléas nombreux qui peuvent surgir dans les espaces maritimes. Les surprises peuvent être nombreuses. On est aussi sur un moment où stratégiquement, nos sociétés doivent réapprendre à faire face à des aléas, des imprévus, des insécurités et ne pas paniquer, ne pas perdre l'effort collectif, garder un cap et savoir avancer malgré les adversités du climat ou de la géopolitique. Et donc les mondes maritimes peuvent apporter aussi beaucoup d'expérience en la matière. C'est aussi cela que je voulais vous mentionner ce matin. Je vous souhaite de bons travaux et encore une fois, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suivrai les activités à distance et j'aurai plaisir à rencontrer certains d'entre vous dans les prochaines semaines. Merci. Voilà, voilà on voulait aussi préciser, oui, merci Sébastien Habis, que Sébastien Habis est l'auteur avec Julia Tass d'un livre La géopolitique de la mer, au travers de 40 fiches
pour bien comprendre ce thème. Et c'est intéressant. D'abord, j'ai commencé par oublier quelque chose de fondamental. Je tenais à remercier le GPM de La Rochelle. La présidente du directoire est présente dans la salle et je tiens à la remercier pour l'accueil que le GPM nous fait depuis 3 ans et puis pour cette très belle initiative du GPM. Et puis, bon, moi, j'ai toujours un petit moment. Je suis très heureux de voir que ce port-là, que j'affectionne tout particulièrement, est enfin dirigé par une femme. Merci, madame. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet et on va parler, parce que c'était un peu une volonté de l'organisateur de passer un petit peu au-delà du conventionnel et d'aller jusque sur le conteneur qui est du conventionnel quelque part, mais voilà, jusqu'à présent on ne l'avait pas fait. Là on va le faire. Et c'est intéressant parce que tout ce qu'a dit Michel Abyss, on va le répéter dans la journée et demie qui arrive. On va parler de changement climatique juste après. On va parler des EMR, on va parler de l'outre-mer et les territoires ultramarins qui sont fondamentaux dans la stratégie maritime et portuaire française. Voilà, on va parler de plein de sujets qui ont été déjà effleurés par Sébastien Abyss. Et pour cette première conférence sur le conteneur, donc je demande à Louise Drouin, qui est déléguée, il faut que je reprenne ma fiche, j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, déléguée aux affaires maritimes de TLF Overseas, Jean-Michel Garcia, délégué aux affaires internationales de l'AUTF, Louis Jonquière, président de l'UNIM, et Dominique Materne, représentant en France du port d'Anvers-Bruges, de venir me rejoindre sur la table. Nous devions avoir la présence de Jérôme de Riclès, qui est expert maritime chez Uplai, que le monde que le monde du conteneur connaît très bien, et qui malheureusement est, au moment où je vous parle, sur une table d'opération, et donc qui n'a pas pu être présent, qui a malgré tout accepté d'intervenir par vidéo. Donc on a réussi à enregistrer ça ces derniers jours. Il a l'air fatigué, voilà, mais il avait encore toute sa tête. Et donc je vous propose d'entendre pendant 7-8 minutes une vidéo de Jérôme de Riclès sur les principaux thèmes qu'on va aborder un peu plus en détail avec vous après, à savoir le conteneur. Il vit des grands changements en ce moment. On vit des grandes révolutions, les changements des alliances, la politique tarifaire de Donald Trump, qui étonne tout le monde, même lui parfois j'ai l'impression, et puis les crises mer Rouge, Ukraine beaucoup moins, ça touche beaucoup moins le conteneur, mais bon, ça a des implications aussi. Donc tous ces sujets-là, on va en parler, et puis les problèmes portuaires français, quoi. Je veux dire, à un moment ou l'autre, faut pas se voiler la face non plus, il faut pas faire l'autruche. On va parler des problèmes portuaires français. Voilà. Avant toute chose, on va regarder la vidéo de Jérôme de Riclès qui doit durer à peu près 8 minutes. Voilà. Si vous voulez bien nous passer la vidéo, merci. L'effet de sidération de 2024 avait été provoqué essentiellement par la crise outils, même complètement par la crise outils, et avait permis effectivement aux compagnies maritimes d'engranger des résultats substantiels et surtout, plus que substantiels, des résultats inattendus. Sur 2025, on a démarré l'année un petit peu sur une poursuite de 2024 avec un fléchissement qu'on avait enregistré déjà depuis le dernier trimestre de 2024. Et sans rentrer trop dans les détails, ce fléchissement a eu tendance à se poursuivre sur ce début d'année, avec toujours des marqueurs très forts sur le marché, notamment un marqueur de la surcapacité qui reste très très importante sur les marchés du transport maritime conteneurisé, surcapacité qui est en partie masquée par le contournement par le cap de Bonne-Espérance entre l'Asie et l'Europe, mais dont on sait que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des compagnies maritimes dans le cas d'un retour massif via Suez. Donc, ce qui est intéressant de voir par rapport effectivement au graphe Uplai
que nous présentons aujourd'hui, c'est que sur un historique assez long, hein, puisqu'on remonte à tout début, fin 2016, début 2017, date de création de Play, sur ce corridor Asie-Europe, vous allez retrouver une situation d'une stabilité confondante et d'une maigreur, hein, j'ai envie de dire, en matière de résultats, jusqu'au Covid. Hein, comme quoi, on oublie vite, mais les compagnies maritimes, jusqu'à la période Covid, étaient dans des situations financières précaires. Il y a eu ce retournement Covid dont on voit très bien l'impact sur le graphe. Un creux, hein, je vous rappelle, octobre 2023. C'est important de garder en tête ce pivot du Galaxy Leader, et parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Euh, Effectivement, avril 2023, je vous rappelle, Asie-Europe, on était sous les 1000 dollars le 40 pieds. Sous les 1000 dollars le 40 pieds. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire sous les coûts d'exploitation des compagnies maritimes. Il y a eu ce sursaut outil, effectivement, avec la crise en mer Rouge que vous voyez bien sur le graphe sur la partie 2024. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on rejoint, j'ai envie de dire, les basses eaux, hein, de pré-Covid. Et c'est très dangereux tout ça, parce que les coûts d'exploitation des compagnies maritimes ne sont plus du tout les mêmes qu'avant le Covid. Hein. Ils se sont très fortement élevés. Les coûts à la cellule ont augmenté sous la pression environnementale, sous la pression effectivement du prix du fuel, sous la pression du renchérissement des coûts, hein, et de l'inflation, hein, qu'il ne faut pas minimiser. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on a de solide? Sur quoi est-ce qu'on peut se reposer un petit peu? Qu'est-ce qui a de la valeur? L'historique de la relation transatlantique, des échanges transatlantiques, euh, c'est quelque chose de très ancien. On a des co-contractants dans les contrats commerciaux qui se connaissent depuis des décennies pour la plupart d'entre eux. Donc, ça aide, parce que quand il y a des zones de turbulence commerciale, comme c'est le cas en ce moment, il y a un facteur confiance sur cette relation transatlantique par rapport aux acteurs dont il va falloir tirer parti pour pouvoir naviguer dans la période actuelle. Ça s'est déjà passé, on a déjà vécu ça lors de la première administration Trump, avec des effets d'annonce moins tonitruants, mais il y a eu déjà une remise en question. Et cette remise en question, elle a abouti à quoi? Elle a abouti à ce qu'on appelle travailler sur les breakdowns. Travailler sur les breakdowns, ça veut dire que par rapport à une menace commerciale ou de droit de douane, chaque protagoniste a travaillé sur ses éléments de marge, a travaillé sur ses coûts, a travaillé sur ses taux de ristourne, a travaillé sur qu'est-ce qui peut être absorbé de qu'est-ce qui ne peut pas l'être, à travailler sur quel est le pourcentage d'augmentation que le consommateur final peut accepter sans que ça soit un frein pour une intention d'achat. Voilà. Donc là, on a 90 jours maintenant, hein, effectivement, pour travailler sur ces questions-là et aboutir, si possible, à des réponses. Le commerce transatlantique, en tant que professionnel, on a souvent l'habitude de le qualifier comme étant un petit peu le bar des amis. Les commissionnaires se connaissent, les compagnies sont installées, les acheteurs se connaissent, les vendeurs se connaissent. Ce sont des marchés très, très, très installés. Et donc, ça, effectivement, c'est une force pour se mettre au point. Un autre point important, c'est effectivement, à côté de la question des droits de douane, c'est la question de la taxe sur les navires chinois. Hein. Je fais exprès de ne pas mélanger les deux. La taxe sur les navires chinois, elle est beaucoup plus dangereuse. Je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus. Je vous renvoie volontiers à l'interview de Soren Toft au TPM de Los Angeles début mars, hein, qui a, d'une façon très claire, projeté les risques derrière cette politique. Risque de surenchérissement du coût du fret. Hein, on parle de 1000 à 2000
1000 à 2000 dollars par conteneur de 40 pieds, 1000 dollars sur la côte ouest, plutôt 2000 dollars vers la côte est, si on est sur les modes de calcul actuels. C'est clairement, effectivement, très très fort. Et puis des effets de concentration sur les plus grands ports, hein, et la non-desserte des ports secondaires, justement, pour pouvoir échapper aux taxations. Donc ça, effectivement, deuxième sujet, décorrélé du premier, sur lequel, pour le moment, il y a un certain attentisme qui prévaut. Derrière tout cela, le big picture, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on assiste à un changement de paradigme, c'est-à-dire que les États-Unis, qui étaient dans une logique d'externalisation à outrance de leurs problématiques maritimes, marchandes, ben aujourd'hui, se rendent compte qu'ils sont complètement isolés, se rendent compte qu'ils ont une flotte marchande qui pèse moins de 1% de la flotte maritime mondiale, et que ça n'est pas possible. Le décalage est devenu énorme entre ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils pourraient faire. Bon, depuis que l'administration Trump est en place, beaucoup de bruit, beaucoup de vent, mais pas beaucoup de concret. Donc, un conseil aux praticiens sur le transatlantique. On essaye de rester calme pour le moment, et on essaye de trouver de se préparer, si besoin, à trouver des solutions qui soient acceptables pour l'ensemble des parties. Le plus important étant, je pense, de ne pas couper le fil. Il ne faut pas couper le fil de la relation commerciale. Voilà, je vous souhaite un très bon Shipping Days et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, c'était Jérôme de Rickless qui est intervenu donc lundi matin. Donc c'est simplement, je vous donne la date simplement parce que s'il y a eu des évolutions ces dernières heures, voilà, donc on l'a filmé lundi matin. Et donc ça reste quand même relativement d'actualité, hein. On est bien dans le sujet et on voit que les crises un peu elles viennent de partout, elles viennent de la gauche et de la droite, hein, entre Suez et les États-Unis. L'Europe est un peu secouée. Alors je me tourne vers vous, Louise, pour vous qui représentez les commissionnaires. Quels sont les effets de ces crises pour votre business? Comment est-ce que vous les vivez et quels sont les effets que vous en ressentez? Alors, moi, je vais surtout parler des taxes Trump qui sont arrivées d'une part, c'est beaucoup d'incertitudes, à la fois pour nous et nos clients exportateurs. Ce qui s'est passé, c'est que depuis novembre, de nombreux exportateurs français ont largement anticipé leurs imports aux États-Unis. Et on a attendu en fait la date fatidique du 5 avril qui signifiait aussi un arrêt, en tout cas momentané, des volumes, notamment sur des segments stratégiques pour les US, qu'il s'agisse des spiritueux, du luxe, des cosmétiques ou de la pharma. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est que tout le monde est dans l'expectative. Et tout le monde attend finalement que ça se passe. Donc en fait, c'était plutôt, pour notre profession, ça a plutôt signifié de l'anticipation par rapport à des crises qui allaient potentiellement arriver. Là, on voit que Trump est revenu sur les 20% et désormais c'est 10%. Donc pour l'instant, le transatlantique, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il est relativement épargné. Là où on a un peu plus d'inquiétude, mais tous nos adhérents ne sont pas forcément positionnés sur ce segment-là, c'est le Transpacifique, puisque derrière, les derniers chiffres montrent qu'il y a 300 annulations de conteneurs par jour. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'annulations de voyages de la part des compagnies maritimes aussi, puisque les navires sont à moitié vides. Voilà ce que je peux vous dire sur le présent, quoi. En effet, je crois avoir lu, sur tous les voyages, il y avait plus de 90 blank sailing d'annoncés sur les prochaines semaines ou les prochains jours, ce qui est relativement important. Tout trade confondu, Europe-Asie et Transpacifique et Transatlantique. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Jean-Michel Garcia, vous êtes délégué aux affaires internationales. Alors, vous représentez la UTF, à savoir les chargeurs, les industriels qui sont un peu les clients des commissionnaires. Comment est-ce que vous
vous réagissez par rapport à ça, et notamment par rapport à l'enquête que vous avez menée juste avant la SITED sur le baromètre du transport maritime. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette situation économique? Alors, les chargeurs, comme tu l'as dit, c'est les importateurs, les exportateurs. Donc il y a dans les deux sens, et on le verra tout à l'heure, les importations aussi sont chahutées. Hein. On a fait effectivement un baromètre, mais un baromètre qui, pour le coup, analyse ce qui s'est passé l'année passée. Là, on est en train de vivre 2025. Donc sur la partie 2024, ce qu'on peut faire ressortir un petit peu de cette enquête, eh bien, c'est que le panel des répondants qui utilisent un transitaire ou soit en direct avec les compagnies maritimes, eh bien, sont des décisionnaires par rapport notamment au port de départ ou de destination à 82%. Et sont aussi décisionnaires par rapport à la compagnie maritime à 79% des répondants. C'est une information importante parce que on va le voir après, hein, dans ce climat géopolitique et dans ce climat climatique, etc. Les chargeurs réfléchissent à leur stratégie, et stratégie commerciale, mais stratégie d'achat, stratégie logistique. Donc voilà, donc, tout ça c'est assez important. D'une manière générale, 2024, l'appréciation elle a été plutôt positive sur la partie des places portuaires françaises. Il y a de bons résultats. Je vous invite à aller voir les résultats du baromètre directement. Je ne vais pas forcément le décrire ici. Par contre, ce sur quoi il est intéressant de voir les critères de choix des ports, par exemple, pour un chargeur, eh bien, le premier critère, c'est le coût, sans surprise. Mais le deuxième critère, c'est aussi la proximité des lieux de stockage ou de production. Et ça, c'est aussi une information primordiale par rapport à ce qu'on peut discuter par la suite. Il y a eu des questions qui ont été posées sur les événements en mer Rouge. Et effectivement, ça a eu un impact pour 100% des chargeurs, moyennement pour 17%, et fortement et très fortement pour 83% des chargeurs. Donc ça, effectivement, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un bouleversement mondial, ça a un impact. Autre point qu'on peut noter, c'est au niveau des congestions et blocages, est-ce que par rapport à des congestions, les chargeurs sont amenés à changer de port? Oui, à 66% des répondants, et non à 34% des répondants. Donc ça aussi, c'est une information qui est relativement intéressante. On a beaucoup parlé des places portuaires des ports. Maintenant, d'un point de vue du service maritime, sur 2024, il a été noté que 60% des répondants estiment une baisse du service des compagnies maritimes, une baisse de satisfaction, une baisse de satisfaction au niveau du service maritime. Ça, c'est pour 2024. Maintenant, est-ce qu'on pousse à 2025 ? Poussons jusque 2025. Alors, 2025... le contexte, il n'est pas mieux que 2024. Au contraire, il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent. On est dans une complexité, dans une incertitude qui s'accentue. On parle, j'ai entendu à plusieurs reprises, guerre commerciale. Au-delà des guerres physiques, il y a aussi les guerres commerciales. Donc effectivement, il y a quelques points entrant qui n'était pas là en 2024, qui est la politique US par rapport aux événements de guerre physique en Ukraine, qui a aussi un impact sur les relations commerciales, sur ce qui se passe aussi en Israël et à Gaza. Ça a aussi un impact sur la mer Rouge et puis sur d'autres aspects également. Ça, effectivement, c'est sur le positionnement des États-Unis. Ça a un impact. Il y a les droits de douane. Et les droits de douane, même, on voit la volatilité de ces annonces, oui, non, etc. Et
oui à outrance par rapport à la Chine. Ça a été dit, et ça aura des impacts certainement assez importants dans les échanges internationaux, parce que ce qui n'est pas parti aujourd'hui devra partir à un moment donné, parce que tout ne se fait pas en quelques semaines et en quelques mois. Donc, tout déséquilibre qu'on constate aujourd'hui, si c'est une baisse, il y a forcément à un moment donné une augmentation qui va venir avec les conséquences que ça peut avoir. Il y a aussi la réglementation européenne avec, je n'en citerai qu'une, mais sur les mesures d'ajustement carbone aux frontières, où on demande aux importateurs de certaines matières d'avoir un regard sur la décarbonation de ce qu'ils vont importer et de savoir où est-ce qu'ils vont se sourcer et comment, et tout ça, ça va avoir un impact sur les coûts et sur le lieu où on va se sourcer. Ça aura un impact sur ce qu'on voit, c'est que oui, il y a une multiplication des échanges parce qu'il y a une prise en compte du risque et donc une diversité des sources. Et oui, il y a un rapprochement aussi, donc la distance c'est quelque chose il y a un paramètre qui est aussi à prendre en compte, etc. Bon, ça c'est un paramètre. Autre paramètre qu'on a vécu début d'année, les grèves. Alors, on a eu des grèves perlées qui ont eu des conséquences sur les délais, sur les coûts, bien évidemment. Et donc, ça, c'est aussi un événement à prendre en compte. Les effets climatiques qui a pu avoir, mais qui aura certainement plus. Voilà. Et voilà. Donc, je vais pas continuer. Il y a aussi les alliances, etc. Mais le contexte maritime tel qu'il se présente aux chargeurs, il est bien plus important cette année qu'en 2024. Et il a des conséquences beaucoup plus importantes avec des augmentations de volume ou des baisses de volume. Là, on est dans une baisse de volume. Il y a des capacités, il y a de la capacité. C'est pour ça qu'on parle de balancing, c'est pour ça qu'on parle de toutes ces choses-là. On essaye d'ajuster le marché pour effectivement que l'outil industriel maritime soit rentable, etc. Et tout ça, c'est la réalité d'un marché. Donc, voilà. Est-ce qu'on pousse plus loin à savoir comment on va faire ? On parlera. Je pense qu'on va pouvoir réaborder le sujet et parler plus en avant après coup, parce que je voudrais qu'on finisse un peu le tour de table et je me tourne vers vous, Louis Jonquière. Vous êtes président de l'UNIM, donc vous représentez les manutentionnaires, c'est-à-dire vraiment l'interface terre-mer. Alors, les crises, on en a parlé, Jean-Michel et Louise l'ont abordé, les changements d'alliance, les crises, les différentes crises qu'on en a pu connaître. Louis, Jean-Michel vient de l'évoquer aussi, problème social en France. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces différentes crises, comment les vivent et que font les manutentionnaires face à ces événements ? Vaste question. Et je vais essayer de ne pas vous décevoir dans la réponse. Depuis tout temps, il y a des choses qu'on s'est anticipées, notamment la taille des navires qui grandit. Donc on sait, en fonction des commandes passées par les armateurs, on sait s'adapter en adaptant les outillages pour travailler ces navires de grande capacité. Ça, c'est des choses qui sont connues, ce sont des choses qui sont programmables, pour lesquelles on sait anticiper. Et la deuxième phase, c'est tout ce qui est géopolitique, etc., taux de remplissage, guerre commerciale, etc., qu'on ne sait pas anticiper. Notamment, j'allais dire, les crises successives, pour exemple, et de manière relativement simple, c'est que normalement, la manutention, c'est une industrie. Une industrie, il y a de la programmation. Il y a de la programmation à travers ce qu'on appelle les bursting windows, donc c'est-à-dire les escales programmées par des armateurs qui touchent certains ports. Et on peut constater que depuis pratiquement plus de 12 mois, même avant, 90% des navires que nous travaillons ne sont pas dans le bursting windows. Donc, qu'est-ce que fait la manutention ? On fait preuve de la plus grande adaptabilité possible, la plus grande agilité, parce qu'on se doit d'être agile. Les contraintes, même nord-européennes, parce qu'on parle de contraintes françaises,
avec les événements sociaux, mais il y a eu des contraintes nord-européennes, aussi avec des événements sociaux. Il y a eu des contraintes, il y a beaucoup de contraintes de remplissage dues à la dérégularisation du transport maritime. Et donc, pour conserver nos fonds de commerce et rester attractifs, on fait en sorte d'être le plus flexible possible et le plus agile. Alors, ce n'est pas sans conséquence sur nos résultats, hein, puisque forcément, ça met de la pression sur le matériel, ça met de la pression sur les hommes, hein, difficile de programmer des escales, ça met de la pression aussi sur les guettes. Hein. On voit bien la pression des commissionnaires de transport, la pression des chargeurs qui n'ont pas les marchandises délivrées ou du moins livrées dans les ports dans les temps escomptés et dans les programmes. Donc, pour ce faire, on essaye au maximum de faire preuve de flexibilité en dialoguant avec l'écosystème portuaire, en ouvrant en heures supplémentaires, en essayant de proposer des solutions d'off-dock CY. Plein de solutions sont sur la table, mais bien entendu, ce sont des solutions coûteuses, comme celles qu'on rencontre au quotidien, parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas programmer une production, vous avez des aléas, vous engagez des heures supplémentaires, vous engagez des extra costs pour servir au mieux le navire et pour servir au mieux la marchandise. C'est ce à quoi on fait face de manière régulière maintenant depuis, allez, j'allais dire, un paquet de mois, voire des années, hein, depuis les temps du Covid, en essayant d'être le plus agile possible pour répondre aux contraintes de cette géopolitique, aux contraintes de la mer Rouge, aux contraintes voilà, de tous les aléas qu'on peut rencontrer au fur et à mesure des mois. Merci. C'est vrai que c'est un sujet, vous avez entièrement raison de le souligner. Le problème, c'est l'industrie de la manutention n'est plus capable aujourd'hui de programmer parce que les clients de la manutention, les armateurs, n'arrivent pas à respecter les horaires. Et on le voit aujourd'hui. En moyenne, je disais ça encore hier, c'est entre 3,5 et 4 jours de retard pour un navire, en moyenne, sur tous les traits est-ouest. Donc, il y en a qui sont à l'heure, mais il y en a qui sont très en retard, et il y en a qui sont en avance, parce qu'il y en a même, c'est pas comme à la SNCF, c'est qu'on parle que des trains en retard à la SNCF. Ben, dans le maritime, il y a ceux qui sont en avance, ceux qui sont en retard, puis il y a ceux qui sont à l'heure. Malheureusement, ceux qui sont à l'heure, ils sont minoritaires par rapport aux autres, et c'est toute une dérégulation, et c'est tout un dérèglement des flux. Et on ne parle pas uniquement façade nord, mais on parle aussi Méditerranée, on parle sur tous les traits, ça va. Je lisais encore récemment que certains terminaux en Asie sont complètement congestionnés avec des temps d'attente et des blank sailings qui se répercutent comme ça jusqu'en Europe. Alors, ça signifie aussi que pour l'autorité portuaire, et je me tourne vers Dominique Materne, vous êtes représentant du port d'Anvers-Bruges, pour une autorité portuaire, quand on voit ces changements d'alliance, la guerre tarifaire, la crise de la mer Rouge, la guerre tarifaire, l'effet de la guerre d'Ukraine, et puis toutes les autres crises réglementaires européennes, pour une autorité portuaire, ça doit être un méli-mélo à démêler tous les matins. C'est effectivement un casse-tête à gérer tout ça. Mais effectivement, il y a en plus les packages européens qui se greffent là-dessus. Donc, chaque package apporte effectivement son impact sur le commerce international et mondial et avec ses répercussions sur l'activité portuaire. Alors, pas uniquement pour le port d'Anvers-Bruges, mais aussi tous les ports européens, on va dire, peut-être même mondiaux, puisque ça a été déjà dit. Donc, aujourd'hui, la position, c'est comme disait Louise, de savoir qu'on ne sait pas trop où on va et donc beaucoup attendent de comprendre quelle sera l'évolution pour s'adapter avec la plus grande agilité, la plus grande flexibilité possible et rapidement. Ensuite, un autre effet que nous avons, dont nous souffrons beaucoup, c'est la congestion, puisque tous ces dérèglements apportent aussi des congestions. On a eu par exemple un des packages européens sur les dark fleets, donc les navires russes qui ne pourraient plus, mais à un moment donné, ils ont bloqué le chenal. Ils étaient prêts, ils devaient
accoster, ils ne pouvaient plus accoster, ils ont bloqué d'autres bateaux et très rapidement, ça peut prendre des proportions absolument incroyables. Les alliances, oui. Alors on est curieux de voir, normalement, ce serait effectivement la solution, d'après eux, ce sera la solution pour augmenter la fiabilité et augmenter le niveau de service. On verra ce que ça donne. En tout cas, tout le monde est plein d'espérance et attentif aussi, mais surtout plein d'espérance pour que d'ici septembre, on aurait trouvé un service qualité digne d'une compagnie maritime. Mais en parlant des compagnies maritimes, il faut quand même souligner, et j'aimerais bien le préciser très très fort ici, c'est que les 3 premières compagnies mondiales sont européennes. Donc, pas de Chinois, pas d'Américains. Si la Chine, elle produit tout ce que nous fabriquons, tous nos objets et tout ce que nous consommons, et que les Américains, ils ont la mainmise sur le digital, nous avons la mainmise sur le commerce mondial, transport maritime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet qui sort de la Chine si ce n'est pas par transport maritime. Et les 3 premières compagnies, MSC, CMA, Maersk, sont européennes. Donc on a quand même un rôle extrêmement de souveraineté européenne, extrêmement puissant à jouer dans le monde. Donc voilà, après pour revenir au sujet donc, du conteneur, oui, globalement aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes de l'évolution notamment des droits de douane. Ces 90 jours nous donnent un petit peu une bouffée d'air. Mais ça ne va pas être résolu. Enfin, il va falloir quand même trouver des solutions ensemble. Et nous, en tant qu'autorité portuaire, on croit énormément au partenariat. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Là, on arrive déjà peut-être dans la solution. Mais le partenariat, pour faire face à tous ces défis, à tous ces problèmes que nous avons et qui sont des fois sournois. Parce que des fois, on a des petits incidents. Et des petits incidents, c'est des cyberattaques, c'est des choses plus ou moins importantes qu'il ne faut pas négliger, mais avec lesquelles, grâce à un partenariat avec d'autres ports européens, on va essayer d'être plus fort pour solutionner et être plus résilient face à ces attaques imprévues. Merci. C'est vrai que le partenariat, l'innovation entre Européens est importante et peut amener un certain nombre de solutions face à ces problèmes. Alors, on a encore quelques minutes, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques ou des questions depuis la salle? Sinon, vous savez, tant que journaliste, j'ai toujours plein de questions, moi. Je n'ai jamais les réponses, mais j'ai toujours plein de questions. Si vous voulez intervenir pour expliquer, donner votre point de vue de transporteur, d'industriel, sinon, écoutez, je vais commencer avec mes questions à moi. Alors, je reviens vers vous, Louise. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais les mouvements sociaux et les changements d'alliance vous ont aussi affecté en tant que commissionnaire. Et comment est-ce que vous l'avez vécu ? Alors effectivement, j'ai pas parlé de ça parce que finalement ça fait 2 semaines que c'est à l'arrêt et donc on respire un peu côté commissionnaire de transport sur la gestion du quotidien. Ça a eu beaucoup d'impact puisque derrière, ça implique des réorganisations et comme le disait Jean-Michel, il y a une partie des chargeurs qu'on comprend très bien, qui ont besoin de fiabilité dans les chaînes logistiques et qui ont choisi d'autres ports. Nous, notre dernière enquête montre qu'en fait, ces mouvements sociaux ont surtout impacté l'export. On estime, selon nos dernières réponses, qu'il y a 30% des flux export qui sont gérés par les commissionnaires de transport basés en France qui sont passés dans d'autres ports. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de fiabilité, parce qu'on ne peut pas laisser des conteneurs à quai. Et de fait, ce n'est pas un dollar, on aurait préféré utiliser les ports français puisque derrière, c'est des surcoûts de 30% par conteneur en moyenne si jamais on passe par l'export. Ensuite, on a aussi la gestion des frais supplémentaires. Il faut savoir que de notre dernière enquête, en fait, depuis début février jusqu'à mi-mars, on estime que les frais supplémentaires supportés par nos clients,
c'est 45 millions d'euros sur Le Havre et Marseille. Donc, c'est des chiffres qu'on a consolidés très récemment. Quand on entend parler de frais supplémentaires, on a à la fois les frais d'utilisation de conteneurs qui sont facturés par les opérateurs de manutention sur les terminaux et les frais d'utilisation de conteneurs facturés par les compagnies maritimes. C'est assez important, c'est pas négligeable. Je pense que derrière, il y a quand même des TPE, PME qui ont dû supporter des coûts supplémentaires assez importants. Et donc, nous, pendant cette période, on a surtout beaucoup accompagné les clients, réorganisé tous les transports en conséquence. Et tout ce qu'on espère pour 2025, c'est qu'on ait une stabilité relative sur cette période. Et on sait que l'UNIM et l'État sont très mobilisés sur ce sujet-là. Donc, voilà. Tout à fait. C'est certain. Peut-être que Louis, vous souhaiterez juste réagir sur ce sujet. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des mouvements sociaux. Bon, il y a eu des journées port mort, pas autant qu'il n'était annoncé. Il y en a eu quelques-unes. Mais à un moment ou l'autre, la performance portuaire, ça peut se mesurer. Est-ce que vous y réfléchissez à ça à un moment ou l'autre ? Et sur ces mouvements sociaux, la façon de mesurer la performance portuaire. C'est indéniable. Hein. Toutes les chaînes logistiques sont fortement perturbées par ces mouvements sociaux et on connaît tous les conséquences sur lesquelles, je pense, on a suffisamment de discussions et sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de revenir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la non-régularité des escales navires fait que ça donne aussi, et c'est très contre-productif, puisque vu le caractère urgent d'un pick-up ou d'un drop-off, enfin d'une livraison, font qu'on va utiliser beaucoup plus le transport routier, justement parce qu'il amène cette flexibilité qui va être demandée par les chargeurs qui sont en attente d'une marchandise ou qui doivent expédier une marchandise simplement pour obtenir un BL et se la faire rémunérer. Et donc ça se fait au détriment du report modal et ça se fait au détriment de la structuration qui pourrait permettre justement, avec une anticipation suffisante, de pouvoir utiliser du report modal de manière plus conséquente. Et on sait que de ce côté-là, les ports français sont à la peine, notamment par leur connectivité, par le fait aussi que c'est sous-utilisé, et Dieu sait que ça ferait du bien à la décarbonation. Ceci étant, ne pas programmer des opérations de report modal font qu'on renforce le routier, et aujourd'hui, il est quand même à déplorer que 85% des échanges sur nos terminaux à conteneurs se font par le transport routier, et que, en fonction des ports, les 15% qui restent se partagent entre le fluvial et le ferroviaire. Et il faut de ce côté-là changer de prisme et faire en sorte qu'on travaille beaucoup plus en amont. Alors, dans, j'allais dire, un environnement maritime plus sécurisé, et peut-être que les alliances apporteront justement le fait et je pense que les armateurs avec lesquels on travaille actuellement, c'est le focus de l'année 2025, hein, c'est de faire en sorte que les navires soient en horaire, et un navire en horaire, c'est de la programmation. Une fois qu'on s'est programmé, on sait faire du report modal, et derrière, c'est de la compétitivité et c'est aussi de la décarbonation, je pense, vœu que nous aspirons tous dans les futurs développements. En effet, juste Jean-Michel et Dominique, Louis parlait de report modal. On parle toujours de report modal avec le ferroviaire et le fluvial, ce qui est tout à fait logique. Néanmoins, on oublie un peu, on a tendance un peu à oublier aujourd'hui le short sea, qui est aussi une façon de faire du report modal. Alors, Dominique, je sais qu'Anvers est assez impliqué là-dedans, et Jean-Michel, je crois que tu es chargeur aussi. Le short sea, c'est une véritable solution, juste en 2-3 minutes là, pour nous expliquer. Dominique. Alors, la véritable, c'est une solution. C'est une solution pour les flux européens. Qui apporte la fiabilité, la sécurité et la stabilité. Puisque la caractéristique du short sea, c'est effectivement la fréquence, donc c'est des hautes fréquences,
et c'est la régularité. Ils sont toujours là. Ils partent comme un train. Enfin, c'est tous les jours, c'est comme des navettes. Et avec la chance d'avoir des marchés qui sont relativement stables. Les prix ne fluctuent pas comme ce qu'on a vu sur le tableau, comme entre l'Europe et l'Asie. C'est vraiment stable. Les clients sont connus, les fournisseurs sont connus, les flux sont connus. Donc après, il y a de la croissance régulière, mais c'est effectivement une solution qu'il faut privilégier. Mais encore une fois, le shorty, c'est au départ d'un port. Donc le hinterland, il faut aller chercher, de préférence en transport ferroviaire. À partir du moment où c'est massifié, donc il faut quelque part dans le hinterland un point multimodal qui va concentrer, qui va comme un aimant attirer tous ces flux pour faire à ce moment-là cette massification et l'amener vers le port. Dans les deux sens. Parce qu'on sait très bien que le train, ça va être rentable à partir d'un certain taux de remplissage, et surtout si c'est dans les deux sens. Voilà. Donc c'est ça le vrai défi. C'est ça le vrai défi, c'est trouver les flux qui permettent de remplir ces deux conditions. Merci. Jean-Michel. Tout à fait. Alors les flux, tous les flux ne correspondent pas à du cabotage maritime, hein. Donc ça a très bien été dit. Il y a une alliance qui a remis un petit peu au goût du jour le cabotage maritime. Donc là-dessus, c'est vrai que ça va peut-être redonner des idées aussi à certains, et c'est pour ça que les chargeurs s'intéressent à ce sujet particulièrement. Ça nécessite quoi le cabotage maritime? Ça nécessite une organisation portuaire, une fiabilité portuaire, et également aussi importante. Donc là, là-dessus, il y a certainement des choses à mettre en œuvre. En tout cas, nous, on est favorable à ce mode massifié décarboné supplémentaire lorsqu'il est possible. Aujourd'hui, il est encore trop méconnu des chargeurs, et il y a beaucoup à faire en termes de promotion sur ce type de mode massifié. Je continuerai après, mais je vois que Louis a des commentaires. Donc Louis Non, l'avantage du short-sea, c'est que l'infrastructure est existante, hein. Ça s'appelle la mer. Il n'y a pas besoin de développer de réseau ferré, il n'y a pas besoin de développer de route. De plus, je veux dire, il y a un manutentionnaire dans chaque port. Et je pense qu'en France, sur chaque façade maritime, il y a un port. Donc là encore, tout est existant, hein. La main-d'œuvre, les investissements en termes de manutention. Le seul défaut, j'allais dire, c'est que le short-sea est vu par les armateurs qui desservent la France comme un avantage commercial, et avec des moyens propres qui sont développés. Je pense que ça serait bien et nécessaire d'avoir des vecteurs de transport mutualisés sur de feedering qui renforceraient, bien entendu, la compétitivité des ports décentralisés et qui renforceraient le tissu économique local. C'est certain que c'est un mode de transport. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, Dominique le disait, dans les 5 premiers armateurs mondiaux, il y a 4 Européens. Si on intègre Cosco en 4e et Hapag-Lloyd en 5e, on se retrouve avec 4 Européens sur les 5 premiers armateurs. On le voit, comme le disait Louis, Gemini qui va développer la stratégie du hub and spoke. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure régularité? Ça, c'est toute la question. Et de toutes les manières, aujourd'hui, leur grand discours, c'est de dire oui, ça viendra, mais ça ne viendra pas avant le mois de juillet, au mieux. Donc voilà, il va falloir refaire un Shipping Days dès l'automne pour savoir si c'est si efficace que ça. Alors, je suis désolé, on a pris un peu de retard. Il va falloir il est 11h05. Je me tourne. Est-ce qu'il y aurait une question ou une remarque? Oui. Une question. Il y a un micro qui arrive. Alors, merci de vous présenter. Tout le monde ne te connaît pas. Ouais, sinon, attends, je t'amène mon micro. Merci. Oui, bonjour, Thomas Courtier, Union Portuaire Rouennaise. C'est une question qui s'adresse plutôt à Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, je vais vous donner une baguette magique. Et si vous aviez une action à porter
quelle serait-elle pour orienter les trafics au départ et à l'arrivée des ports français? Si vous deviez convaincre les chargeurs de passer par les ports français, quelle action mettriez-vous en œuvre? La première, peut-être même deux. Merci. Merci. Merci Jean-Michel beaucoup pour cette question. J'adore les baguettes magiques, mais je vais avoir 2 vœux alors. Parce qu'un seul, c'est un petit peu restrictif. Le premier vœu, tout d'abord, c'est qu'il y ait des échanges. C'est que effectivement la notion commerciale, la notion d'échanges internationaux, on est quand même face à une situation aujourd'hui qui est une baisse de volume significative, qui est un recentrage sur sur l'aspect national de certains pays, etc. Possible, pas possible, mais en tout cas, il y a des idées politiques qui sont celles-ci. En tout cas, le premier vœu, en fait, c'est que ce soit à la normale. Mais passons celui-ci. Admettons que celui-ci ne soit pas un vœu. Là où il y aurait un avantage, effectivement, à ce que les flux repassent par des ports français, c'est ça la question, je suppose. Eh ben, elle est relativement simple, puisque vous avez vu que le deuxième critère de choix des chargeurs, c'est la proximité du stockage et de la production. Ça veut dire que si on pense réindustrialisation, alors le port n'est pas la seule problématique, hein. Il y a bien sûr le coût de la main-d'œuvre, il y a plein de choses qui rentrent en œuvre, mais on est dans une réflexion de réindustrialisation européenne, française, etc. Eh bien, si on parle de proximité et qu'on veut que cette proximité soit en France, si on veut qu'il y ait de l'activité économique en France, la baguette magique, ce serait d'avoir de la transparence sur ce qui est réellement, ce qui se passe réellement sur un passage portuaire, le temps que c'est sur le quai, ce que ça coûte, et la même chose pour le maritime. Qu'est-ce que coûte un ETS? Qu'est-ce que c'est réellement? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on le paye? Comment? Enfin voilà, la transparence, elle est à tous les niveaux, sur tous les acteurs. Et c'est pour ça, il y a quelque chose d'extrêmement important qui a été dit tout à l'heure, qui s'appelle le partenariat. La notion de partenariat, c'est quelque chose de stratégique que les entreprises vont avoir avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec tout l'appareil, ici on va parler portuaire, terminaux, compagnies maritimes, etc. La notion de partenariat, de fiabilité, de transparence qu'il peut y avoir, bah, c'est ça qui va faire que si j'ai les bons partenaires, si j'ai la bonne information, eh bien, je vais avoir confiance. Et effectivement, la baguette magique, c'est la confiance. Merci Jean-Michel. Merci pour la question. Je vais me faire taper sur les doigts, on est très en retard. Je vous invite à faire une petite pause et on reprend, allez, on dit 11h20, d'une conférence sur l'impact du changement climatique sur les infrastructures portuaires. Merci madame, merci messieurs et à bientôt. Merci.